Bon, on est ravis de recevoir à présent une femme politique pas tout à fait comme les autres. Merci d'être avec nous ce matin. Mariko, soyez la bienvenue. Vous avez été élue maire d'un petit village, Tilloy-les-Marchiennes, en 2020. C'est dans le nord de la France. Mais vous avez désormais d'autres ambitions. Mariko, présidente. On vous a mis une petite Marseillaise quand même. Si, franchement, j'apprécie. Vous avez... Non, mais voilà, vous avez l'intention de vous présenter à l'Élysée. Et votre particularité, on va en parler, c'est que vous êtes la première femme transgenre à avoir été élue maire d'une commune en France. Et vous ambitionnez de devenir donc la première candidate transgenre à la présidence de la République. D'abord, c'est un peu la question de la semaine. Il y a eu beaucoup de polémiques sur les signatures. Est-ce que vous commencez à avoir des signatures? Il en faut 500, je vous le rappelle. Tout à fait, c'est très compliqué. J'ai les mêmes difficultés que les autres candidats, un peu mieux lotis en termes de moyens, donc ça me rassure. Donc on travaille à fond dessus. Vous en avez combien là aujourd'hui? J'ai pas fait le décompte. On devrait avoir une centaine de signatures. Ah, quand même. Une centaine tout de même. Ah, une centaine, c'est pas rien. Je bénéficie des élus du Nord qui me connaissent, donc c'est un peu plus facile. On a fait des mailings de masse, donc ça commence à porter ses fruits. Mais ça va être très très difficile, faut être réaliste. Oui, il faut être réaliste. Alors je suis un peu au courant des autres candidats parce qu'ils me contactent pour avoir ma signature. Ah oui, parce que vous êtes maire, donc... alors donc je suis un petit peu au courant. Tout le monde vous a envoyé des messages? Éric Zemmour, par exemple, vous a demandé... Non, pas Monsieur Zemmour. Ah, quand même. Non, mais il vous a pas demandé? Non. Non, il devait savoir peut-être, vous ne correspondez peut-être pas tout à fait à ces... Comment dire? Je m'en serais amusé. Oui, oui, c'est ça, vous auriez dit non. Après, ou pas, vous ne savez pas encore? En fait, moi je dis oui à tout le monde, ouais. Parce que j'estime que ce système, il est antidémocratique. Aujourd'hui, on voit les Verts, LFI, le RN ont de la difficulté à avoir leur signature, alors qu'ils représentent une catégorie de Français non négligeable. Donc je trouve ce système injuste. Donc moi, à tous les candidats, je leur dis oui, je vous aurais donné volontiers ma signature, mais je n'en ai qu'une. Donc je l'ai donnée... C'est fait déjà? Oui, bien sûr. Vous l'avez donnée à qui? Alors d'abord, il faut que je vérifie si je peux me la donner à moi-même, sinon... Non, je ne crois pas que ce soit possible. Donc je vais la donner à la première personne qui me l'a demandé, Lutte ouvrière. Ah voilà, parce que j'estime qu'ils sont légitimes à être au vote, même si leurs chances de succès sont faibles. Et même si vous ne partagez pas nécessairement leurs idées. Voilà. Bien sûr, je ne partage pas du tout. Préciser. C'est le principe d'ailleurs. Le parrainage, ça ne veut pas dire qu'on partage Bien ses sûr, idées. tout à fait. Ça veut dire que vous êtes légitime à être soumis au vote populaire. Ça ne veut pas dire que vous partagez ses idées. Pourquoi vous avez eu envie donc de candidater, ou du moins d'essayer de candidater, même si vous le dites, vous êtes réaliste? Ça vous vient d'où? Vous êtes élu maire il y a donc presque un an, tout de même, et maintenant l'élection présidentielle? Alors c'est pas une envie de carrière personnelle. Voilà, c'est ma motivation, elle est à plusieurs niveaux. D'abord, pour la visibilité trans. Ça, c'est clair qu'aujourd'hui, je suis un espoir pour beaucoup de jeunes et j'ai reçu énormément de messages de par le monde, et pas seulement de personnes trans, de personnes aussi hétéros, âgées, jeunes, toute génération. Parce que votre élection a été médiatisée. C'était la première fois qu'une personne trans était... Donc ça fait énormément de bien à beaucoup de jeunes qui sont aujourd'hui en souffrance de dire c'est possible d'avoir une vie normale. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, ça permet de voir qu'une personne trans peut être une personne normale et qu'elle n'est pas un fantasme de l'extrême droite, qu'on peut être des gens qui ont un vrai discours dans la bienveillance. Donc ça, pour moi, c'est important de continuer à porter ce message-là. Et déjà, pour moi, en soi, c'est une victoire. Alors, rappelons que vous avez été élu dès le premier tour dans votre petit village. C'est un village plutôt rural. 500 habitants. 500 habitants, oui, c'est ça. Mais moi, je me pose la question, est-ce que tout le monde le savait? Est-ce qu'il y a des gens peut-être qui ont voté pour vous sans le savoir, en disant que vous étiez la voisine d'à côté, mais sans savoir que voilà, vous aviez cette particularité-là? Alors oui, les gens le savaient sans forcément comprendre. Mais je voudrais revenir un petit peu sur mes motivations, parce que j'en ai mis qu'une part. On ne fait pas une candidature à la présidentielle sur juste une image, c'est pas ça. En fait, suite à mon élection, j'ai eu beaucoup de messages extrêmement positifs par rapport à mon discours. Et je me suis dit, il y a énormément de gens qui ne se retrouvent pas dans le discours politique actuel et qui sont plutôt dans un éveil des consciences écologiques, humanistes, et qui ne se retrouvent pas aujourd'hui dans un discours de haine. Je dirais, les gens aujourd'hui, ils veulent un peu plus d'amour et moins de Zemmour. Donc, je me suis dit... C'est pas l'amour qui guide la campagne pour l'instant, non, quel que soit le parti. Rarement la politique, faut le dire. Voilà, on a rarement une politique orientée là-dessus. Donc vous voulez mettre de la bienveillance dans le débat? Alors de la bienveillance, on ne va pas dire amour parce que c'est pas forcément compris, mais on va dire de la bienveillance. Donc ça, je me suis dit, si je peux porter le message de ces personnes-là, leur dire vous n'êtes pas seuls. Il y a des gens fantastiques en France qui sont extrêmement intelligents, bienveillants, éveillés et qui ont envie que le monde change. Vous n'êtes pas seuls. Donc ça, c'est le deuxième message que je veux passer. Le troisième message, c'est porter aussi le fait que les Français en ont un peu marre de notre élite. Ça fait 40 ans qu'on a les mêmes, on recommence. Je ne vois pas ce qu'ils vont faire demain, ce qu'ils n'ont pas fait hier. Donc ça y est, aujourd'hui, on le voit bien avec les gilets jaunes, ça a été le symptôme de ce mal-être. Donc je pense qu'il faut vraiment passer un message qu'aujourd'hui, ça ne va plus.
Et ma dernière motivation, c'est faire barrage à l'extrême droite. Ces gens-là sont dangereux. Je pense qu'ils vont cliver la société française. Et j'aimerais bien que Mme Pécresse se prononce rapidement sur son alliance avec Zemmour, parce que là, on sent venir les choses d'une manière... Alors, il n'y a pas d'alliance avec Zemmour, mais effectivement, Éric Ciotti avait dit, si jamais il se retrouvait, si Emmanuel Macron était au deuxième tour face à Éric Zemmour, il voterait Éric Zemmour. Voilà. Et il se trouve que c'est son premier lieutenant. Voilà. Donc, moi, j'ai beaucoup... Alors, comme je suis dans aucun parti, j'ai des amis dans tous les partis. Vous êtes sans étiquette, en tout cas. Je suis sans étiquette, je fais partie des élus non inscrits. Donc j'ai des amis chez les Verts, chez les communistes, partout. Je discute avec tout le monde. Et franchement, mes amis gaullistes, je ne voudrais pas être à leur place actuellement. Donc il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience, parce que aujourd'hui, je pense que le général de Gaulle va se retourner dans sa tombe. Vous dites que vous êtes sans étiquette, effectivement. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'on peut se dire, tiens, vous avez quand même l'étiquette peut-être de la personne publique transgenre. Vous n'avez pas peur d'avoir cette étiquette-là, qu'on vous montre du doigt, qu'on vous moque justement par rapport à cette différence, entre guillemets, qui n'en est pas une. Je vais vous surprendre, mais je ne reçois pas du tout de courrier d'insultes ou quoi que ce soit. C'est par rapport à mon profil, on aurait pu s'attendre à des armées un déchaînement de haine, effectivement. Voilà, et je vais régulièrement sur les réseaux fachos discuter, etc. Et en fait, non, c'est pas du tout. Après, il y a toujours des imbéciles qui vont se gosser sur ma tenue ou autre, mais bon, c'est marginal. Mais globalement, je n'attire pas la haine, parce que mon discours n'est pas contre les gens. Voilà, il est contre les mauvaises idées. Donc c'est important, je n'ai pas ce phénomène-là, je ne suis pas du tout... Et chez vous, dans votre village, comment ça s'est passé au début quand vous avez été élu? Est-ce que vous avez réussi en tout cas là ensuite à construire une vraie relation avec vos administrés, comme en effet un maire normal, ou est-ce que vous avez eu des réactions ensuite, peut-être de gens qui ont découvert, comme disait Christophe, certains peut-être voté pour vous sans savoir que vous étiez transgenre? Alors les problèmes que j'ai dans le village, ce sont les mêmes que rencontrent tous les maires de petits villages. Manque de moyens, les gens veulent tout de suite, l'administration qui est très longue, il faut 3-4 ans pour refaire une route, les gens ne comprennent pas, ils font un devis, une entreprise... Puis on gère tout seul, quand on est maire d'un petit village... on fait tout, voilà, on est, je dirais, on doit tout faire, voilà. C'est-à-dire qu'on a les mêmes contraintes qu'un maire de grande ville qui, lui, a des équipes de l'ingénierie. Nous, on fait tout nous-mêmes. Les devis, on les fait nous-mêmes. On fait les achats, on installe. Il y a la proximité. On débouche les toilettes. On va voir comment ça va pas à la cantine. On s'occupe de l'école, les poubelles, tout. Proximité quoi. à 100%, quoi. Mais du coup, c'est ces questions-là dont on vient vous parler, et pas du fait que vous êtes une personne transgenre. Les gens sont très pragmatiques. Ils sont beaucoup plus inquiets des nids de poules dans la route. Oui, c'est ça. Exactement. C'est intéressant, ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes installé dans cette petite ville il y a 20 ans, mais à l'époque où vous êtes installé, vous n'aviez pas la même identité, vous ne vous appeliez pas Marie. C'est relativement récent, cette transition que vous avez opérée. Du coup, les gens ont connu vos deux identités ? Pas tant que ça, parce que les gens ont une vie assez cloisonnée à la campagne. On se couche avec les poules, on a des grandes maisons. On a des grands espaces. Voilà. Le Covid, l'infection, voisins, on n'a pas de transport en commun, ça ne se bouscule pas dans les rues. Donc on est finalement un peu impacté par le Covid, parce qu'on a un peu isolé. Donc c'est vraiment depuis que je suis maire, forcément, parfois j'ai 100 mètres entre la mairie et ma maison. Je mets parfois 1 heure pour rentrer, parce que je rencontre... Et tout le monde vous arrête pour vous enfants, raconter les problèmes de nid de poule. Donc voilà, moi, j'ai pas besoin de sortir mon bureau pour aller au contact des gens. Dans un village, on est forcément au contact des gens, quoi. En tout cas, vous n'êtes pas ce que vous dites. Moi, j'ai lu une interview de vous. Vous dites, je ne suis pas une personnalité politique et je ne suis pas non plus une militante LGBT. Ça, c'est aussi important quand même pour vous, même si vous faites passer un message, évidemment. Vous n'avez pas envie d'être le porte-parole là, tout de même, de ces différentes associations? Non, parce que forcément... Ni pour la politique, d'ailleurs, ni pour les problèmes sociétaux, hein. Je cite souvent la voie du milieu, pour ceux qui sont proches de la pensée bouddhiste, parce que je pense que ce n'est pas dans les excès qu'on fédère les gens. Et au plus les partis sont extrémistes, sont orthodoxes dans leurs idées, au plus ils ont un électorat solide, mais au moins ils fédèrent l'ensemble des Français. Donc c'est valable pour les associations aussi, quand elles sont un peu trop dans l'extrême, ça vous dérange, ça vous correspond pas. Pour les religions aussi, les associations, les syndicats. La mesure, en fait, c'est ça. L'orthodoxie pousse à une radicalisation. 20 secondes, une première mesure si vous êtes élu président de la République. Alors pour moi, l'urgence, c'est la situation géostratégique en Europe. Il y a la guerre à nos frontières. Il faut vraiment calmer le jeu. L'apaisement, donc. L'apaisement, en tout cas, voilà. Essayer de négocier pour l'apaisement. Aujourd'hui, on se focalise sur des problématiques de Covid ou autres, mais il y a quand même des sujets plus graves. Le réchauffement climatique devient grave. La guerre à nos frontières, c'est quand même un peu plus grave que le Covid, quoi. Ça va être difficile pour vous de décrocher les 500 signatures. Vous le disiez, si jamais un grand candidat vous appelle et vous dites venez avec moi, si Emmanuel Macron, par exemple, vous dites venez pour travailler les questions LGBT à mes côtés, vous dites oui ?
Ouais, si je peux avancer les sujets, je travaille avec tout le monde. Voilà. Oui, on a compris, l'idée c'est d'être positif en tout cas. Il faut être positif, avancer là-dessus. Et puis, je ne désespère pas que d'avoir mes 500 signatures. Si jamais vous êtes un élu et que vous avez été intéressé par le discours de Mariko, n'hésitez pas, pourquoi pas, à donner votre signature. Allez voir sur votre site internet pour connaître votre programme. C'est mariko.fr, MARIECAU.fr. Merci d'avoir été avec nous. Et on embrasse vos administrés. J'espère que les problèmes de nid de poule vont se régler. Voilà. Par contre, ils seront sous la pluie. Je suis désolée aujourd'hui. Ah oui, mais partout. Je tiens à le dire, mais c'est un petit peu partout pour tout le monde. N'est-ce pas, Ange ? Merci à vous, Mariko. Merci.